Bonjour, ici Philippe Béchade. Aujourd'hui, nous remontons à une époque où la monnaie n'existait pas. Et pourtant, les dettes, elles, existaient déjà. Avant l'or, avant les pièces, avant les billets, les hommes échangeaient par crédit moral. Une société sans monnaie, mais pas sans obligation. Ce que nous appelons aujourd'hui système financier a des racines bien plus profondes, bien plus anciennes que les banques ou les marchés. Pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui, il faut d'abord décortiquer l'origine de la dette. Simone Wappler nous éclaire. Bonjour, donc bienvenue pour ce premier épisode de l'histoire de la monnaie de Sumer au Bitcoin. Alors, premier épisode, on commence à moins 3000 et on va arriver à moins 1750 Babylone. Et déjà, vous allez découvrir plusieurs choses importantes. C'est comment la monnaie a émergé, et qui contrôle la monnaie, pourquoi, et comment on a prévu en fait de limiter les dettes. Et pourquoi c'est devenu un problème très tôt dans l'humanité. Alors, évidemment, il y a un texte qui vient en support de cette vidéo, mais le propos ici, c'est d'approfondir simplement certains points. Et un point très important qui est un peu qui sera le fil conducteur de nos 5000 années d'histoire, qui est en fait qu'est-ce que c'est que l'économie, et pourquoi il y a de la monnaie, pourquoi il y a de la dette, et pourquoi il y a du crédit. Alors, rassurez-vous, bon, je vais pas vous noyer dans des langages ésotériques. En fait, l'économie, c'est très simple, même si beaucoup de gens ont intérêt à la compliquer. Donc, l'économie, c'est la technique, c'est ce qui étudie, en fait, les échanges, le commerce et le négoce. Et donc, on étudie l'échange, le commerce et le négoce, et tout ça, ça consiste à échanger quelque chose contre autre chose. J'insiste, ça paraît évident, mais il y a beaucoup de gens qui croient ou qui font croire qu'on peut échanger quelque chose contre rien. Alors, quelque chose contre rien, évidemment, ça existe, c'est la charité, c'est très très bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ce n'est pas de l'économie. Par contre, si on échange quelque chose contre rien dans un cadre économique, en général, c'est soit du vol, soit qu'on vous a mis un pistolet sur la tempe, soit que c'est un échange contraint, et en tous les cas, c'est pas un échange gagnant-gagnant. Dans un échange économique, dans une économie qui fonctionne, on échange quelque chose contre autre chose, parce que chacun y trouve un avantage. Alors maintenant, se pose la question d'échanger quelque chose contre autre chose, comment? Alors, le premier moyen ultra direct, c'est le troc. Le troc, c'est très simple, on en parle, les historiens, les anthropologues en parlent de temps en temps dans leurs livres. Alors, imaginons une chose très simple, vous avez Cro-Magnon, c'est un bon chasseur, il est tellement bon qu'il n'a pas le temps de tailler des silex, donc il va avoir Cro-Mignon. Cro-Mignon, lui, il est pas terrible pour courir après les bisons, puis en plus ça lui fait un peu peur. Par contre, lui, il sait bien tailler les silex, et donc il va échanger des silex pour la chasse, et puis il va dire à Cro-Mignon, en échange, je te donnerai du cuisseau de chevreuil, ou de bison, ou de... bon. Au bout d'un moment, quand même, il se pose un problème. D'abord, Cro-Mignon, il aime pas que le bison, la viande ou le chevreuil, il aimerait bien avoir des fruits. Alors, on peut envisager des échanges triangulaires, donc je vais échanger des silex contre un cuisseau de bison, etc. Et puis le cuisseau de bison, je vais le rééchanger contre des fruits qu'aura accueilli quelqu'un d'autre, mais au bout d'un moment, ça devient inextricable. Alors, probablement que le troc, en fait, n'a jamais vraiment existé en tant qu'économie, c'est très très limité. Donc après est venu derrière la dette et le crédit. La dette et le crédit, c'est indissociable. C'est-à-dire que celui qui voulait quelque chose contracte une dette, et celui qui donne la chose, lui, il a un crédit. Et ensuite se pose la question de qui tient les registres.
Si vous vous intéressez au Bitcoin, on entend souvent parler des registres. Le Bitcoin fonctionne à partir de registres, ledgers, qui sont décentralisés, etc., etc. La dette et le crédit, très vite, ça a été, une autorité qui a voulu contrôler les registres. Une autorité reconnue de ceux qui échangeaient. Donc un scribe, un chef, un grand prêtre, peu importe. Mais c'était une autorité reconnue. Le problème, c'est que pour que ce soit une autorité reconnue, il faut déjà que les gens la connaissent. Donc on comprend que ces tenues de registre, ça limitait le commerce. Donc quelqu'un qui avait une caravane et qui chargeait une caravane de marchandises à échanger, si son acheteur lui disait c'est mon grand scribe qui va tenir le registre et qui va dire que je te dois quelque chose, ça le satisfaisait pas vraiment. Donc très vite, ont émergé en fait un substitut à la dette et au crédit, la monnaie. Là, on est entre moins 3000 et moins 1750 avant Jésus-Christ. Et la monnaie, à cette époque-là, est essentiellement de l'argent métal. Et il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que ce n'est pas un empereur, un grand prêtre, un scribe, un grand chef, voilà, qui a dit on va utiliser l'argent. Ça a été vraiment, ça a émergé par l'usage. Les gens se sont dit finalement c'est plus commode que d'aller trouver un scribe. Le problème c'est que quand on échappe à un scribe ou à un grand prêtre ou bon voilà, en général ils n'aiment pas trop. Donc ça vous explique que la monnaie, les autorités ont toujours essayé de récupérer, d'encadrer, de contrôler la monnaie et tant qu'elles le peuvent, elles préfèrent pouvoir contrôler les échanges et passer par des registres de dette et de crédit. Ça vous explique qu'aujourd'hui, les autorités n'aiment pas le cash et elles préfèrent que vous ayez un compte en banque où tout est bien enregistré, propre. Mais, parallèlement, on s'est aperçu qu'il y avait un problème avec la dette et le crédit. C'est-à-dire qu'il fallait imposer des limites. Quelqu'un ne peut pas s'endetter d'une façon illimité. Ce n'est pas possible. Bon, bah, tout le monde vit un certain temps, votre capacité de travail est limitée, donc il fallait pouvoir trouver une limite à ça. Et en fait, cette limite, et c'est pour ça que on s'arrête à 1750, moins 1750 étapes clés, cette limite, on en a une trace écrite dans le code d'Hammurabi, en fait, qui fixe alors je vais vous le lire parce que à l'époque les gens qui écrivaient les lois c'était quand même assez simple à lire et à comprendre. Si quiconque omet d'honorer une créance pour dette et se vend lui-même sa femme, son fils et sa fille contre de l'argent ou les donne au travail forcé, ils travailleront pendant 3 ans chez celui qui les a achetés et seront libérés la 4e année. C'est-à-dire que le surendettement ne vous engageait que à 3 ans ou 4 ans d'esclavage, mais pas plus. Donc, ça a été la première limite historique imposée à la dette et au crédit, et c'est vraiment un jalon important de notre histoire de la monnaie. Et on va terminer donc ce premier épisode. Je vous rappelle que en fait, il y a beaucoup d'autres détails qui sont dans le support écrit. Et puis on verra dans le 2e épisode une nouvelle étape de cette histoire de la monnaie, de la dette et du crédit. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous voulez comprendre pourquoi notre système monétaire vacille aujourd'hui, téléchargez gratuitement notre livre sur l'histoire de la monnaie, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce livre, vous découvrirez pourquoi la monnaie n'a jamais été neutre, et la raison pour laquelle elle est au cœur de chaque effondrement. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne où vous pourrez retrouver la totalité des épisodes de cette série. Merci et à bientôt!